Alors, bienvenue à tous et à toutes au balado Les idées ridicules. Je m'appelle Jean-William Côté. Et je m'appelle Mike. Yes. Donc, aujourd'hui, on vous a préparé un super bel épisode vraiment enrichissant. Puis, on est avec Dominique Lamontagne, qui est auteur notamment du livre La ferme impossible et La chèvre et le chou, également fondateur de La ferme en pleine gueule. Nous avons également comme invité Fernande Ouellette de La ferme rusée comme un canard. Et puis, également membre fondateur du Petit Abattoir. Yes, c'est un épisode vraiment intéressant où on parle notamment de tous les enjeux reliés à l'abattage, de comment ça pourrait être fait différent. Puis les deux sont porteurs de projets super inspirants en termes d'élevage et d'abattage. Fait qu'on on fait ça on a une belle discussion avec eux. C'est vraiment enrichissant. On aborde une variété de thématiques. Vous allez voir, ils ont de la verve, ils sont volubiles. C'est vraiment un super bel épisode. Donc ne manquez pas ça. Ça va être très plaisant. Bonne écoute. Allez, bonne écoute. Alors, on aimerait faire une mention spéciale à Barista qui nous font découvrir une diversité de leur café torréfié à Montréal. Oui. C'est ce qui nous permet de rester éveillés pendant de longues heures en studio. Donc, si vous voulez aussi découvrir leurs produits bien torréfiés, allez visiter cafébarista.ca. Exactement. Salut Fernande, salut Dominique. Merci d'avoir accepté l'invitation, de venir nous jaser. On est vraiment excités, contents de vous recevoir. Ça jasait beaucoup, même avant l'épisode, fait qu'on le sait que là, ça va se passer. On a beaucoup de contenu avec vous autres. Je pense que pour commencer, on y va avec une petite question un peu mise en bouche que nous aussi, on aime bien savoir de tout le monde. Puis c'était quoi, dans le fond? Oups, on a perdu le fil. Puis c'était quoi, dans le fond, les moments ou le moment épiphanique que vous avez ressenti au cours de votre parcours qui ont un peu mené... Où vous êtes aujourd'hui? Moi, c'est quand j'ai rencontré Fernande. J'allais dire la même chose. Première fois, je me suis vue dans le miroir. En fait... Ah oui? Je remonterais jusqu'à ma naissance, en fait. Écoute, oui, on sépare rien. T'arrives ici, tu te dis, maudit, il faut faire quelque chose. Mais moi, je dirais que la ligne directrice dans mes affaires, c'est le faire soi-même. Ouais. Donc, on avait une entreprise à une époque où les gens avaient acheté des kits pour faire eux-mêmes des armures médiévales. J'ai fait l'école à la maison. On a eu, au début, la bouffe, c'était d'offrir aux gens des produits sous vide qui leur permettaient de se monter un menu gastronomique pour une fraction du prix. Puis inévitablement, la restauration a mené à un intérêt particulier pour l'acte alimentaire, comme dirait Jean Martin. Je ne sais pas si c'est lui qui a inventé ça, mais on l'a entendu souvent. Et puis là, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des problèmes de liberté, je dirais, là, de base, là, au niveau du fameux acte alimentaire, en particulier au Québec. On est quand même unique sur la planète au niveau là, des restrictions qu'il faut qu'on arrive à surmonter si on veut pouvoir finalement nourrir les gens qui viennent à nous. Se nourrir les uns les autres, c'est un gros problème au Québec. Oui. Absolument. De là, on a vu ton premier livre, donc La ferme impossible. Oui. C'est ce qui nous a bien mis la place à toute cette situation-là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont pu comprendre ces enjeux-là grâce à toi, dont j'en fais partie, en fait. Oui, en fait, j'étais bien surpris que personne sonne l'alarme. Là. C'était peut-être un peu avant l'époque des sonneurs d'alarme. Hein? Ouais, c'est ça. Mais moi, quand j'ai vu ça, nous, on arrivait de la restauration à Montréal, on s'est dit avoir une vache, je me souviens plus des chiffres, là, mais c'était une centaine de poules, quelques centaines de poulets, une vache. On en était déjà rendu à des millions de dollars à investir en infrastructure, en permis, en quotas. Puis là, moi, je trouvais ça aberrant, étant on utilisait l'expression libre penseur de nos jours. C'est un peu sketch, comme diraient mes enfants. Mais, tu sais, je veux dire, on est habitués, nous, comme entrepreneurs, à être surtout retenus par le temps qu'on avait à y mettre ou l'argent, mais jamais la législation. Donc, depuis la ferme impossible, ce qu'on essaye de faire, c'est d'outiller les gens pour qu'ils soient capables. La conclusion de la ferme impossible, c'est trop compliqué en vente, faites les dons juste
pour vous-même, puis fournissez-vous les uns les autres, entre voisins de palier, un pocheux d'œufs, un pocheux de lait cru. Et puis, donc, est venu après le guide, l'artisan fermier, parce qu'il n'y avait pas au Québec de livre en français sur les bases de l'élevage du poulet, de la poule, puis moi, c'est la chèvre laitière, j'ai choisi parce qu'une vache, il y a bien boire du quota. Avoir une vache, c'est quelque chose à nourrir, à traire, c'est beaucoup, beaucoup de lait. La chèvre est beaucoup mieux adaptée à la paysannerie plus déjà autosuffisante, puis après ça, à plus petite échelle. Et puis est venue ensuite l'attaque de ce que moi j'appelle la mouvance végétalisante, qui est l'espèce de machine qui s'est mise à dire, ben non seulement vous allez avoir un char électrique, mais vous allez avoir un burger de plantes, puis vous allez boire du lait de soya. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis évidemment, le véganisme est un des grands défenseurs de cette mouvance-là. Donc, il a fallu que j'écrive un livre, dire aux gens, regardez, là, il y a beaucoup de problèmes, il y a des gens qui essaient de contrôler beaucoup d'affaires, puis je continue à penser qu'il faut qu'on soit de plus en plus à s'intéresser à notre autonomie élémentaire, c'est-à-dire se loger, se nourrir, se vêtir, un peu par ses propres moyens, l'autarcie totale, le total, hein, l'extrême ci, l'extrême ça n'a pas d'allure. Comme va vous le dire Fernande, je suis sûr. La nuance. You know me so well. Fait que là, moi, je veux bien la nuance, alors allons-y. Ne faisons pas qu'une chose dans la vie. On peut être avocat le lundi, mardi, maraîcher le mercredi, enseignant, gardien le jeudi, puis jouer... Podcasteur le vendredi. Podcasteur le vendredi. Bon, là, je pense que c'était Fernande. C'était super intéressant. Puis en tout cas, tu as nommé plein de choses aussi qu'on va continuer à aborder un petit peu plus loin dans la conversation, mais c'était une belle passe sur la palette. Donc, à toi, Fernande. Ben mon Dieu, moi, écoute, il reste-tu quelque chose à dire? On va essayer, Dominique, on va essayer. Ben moi, mon arrivée dans l'agriculture, tu sais, c'est drôle parce que j'ai fait un détour par la ville pendant une quinzaine d'années environ, puis ça a été une reconnexion avec le monde dans lequel moi j'ai grandi. Tout ce que tu décrivais tout à l'heure, tu sais, cette forme d'autonomie, d'avoir une vache, on avait une vache, tu sais, puis ça en donnait du lait. Puis là, je vais le dire, là, mais ça fait 40 quelques années. Maintenant, ça ne rajeunit pas. Donc, il y a proscription, mais on donnait notre lait cru aux voisins. Oh mon Dieu! Je vais vous demander de couper ça. C'est fou, hein? Et on faisait pareil avec les œufs, tu sais, puis on avait un très grand potager. On faisait la cueillette des petits fruits, on suivait les saisons, on chassait, on pêchait, tu sais, on faisait bon. Ce qui fait que à travers ça, tu apprends un paquet de gestes, mais tu apprends surtout à tirer avantage et une très grande valorisation d'être maître de ton destin et responsable des résultats finalement que tu vas récolter, tu sais. Puis cette grande liberté-là s'est érodée au fil du temps. Et quand, après avoir fait mon détour par la ville, j'ai eu l'opportunité d'acheter une petite terre avec mon conjoint, on est débarqué là. Quand on a marché la terre pour s'imaginer qu'est-ce qu'on allait y faire avant de faire une offre d'achat qui a été acceptée, ce qui me revenait en tête, c'est ce vécu-là que j'avais eu, cette très grande liberté de faire des choses. Et j'avais eu des oies enfants, j'avais eu des canards, j'avais eu, mon Dieu, coq à chair, poule pondeuse, vache. Bon, il y avait comme tout un paquet de choses et j'avais envie de reconnecter avec tout ça. Puis finalement, tu te rends compte que le monde a beaucoup changé en très peu de temps parce que, bon, même si j'ai un âge vénérable, il reste que, à l'époque, j'avais quand même 8, 9, 10 ans, tu sais, ce qui fait que quand tu fais le bilan, tu dis, OK, attends, en 30 ans, là, on est passé de cette très grande liberté-là où tu peux être pratiquement en symbiose, il n'y a pas de romantisme là-dedans, là, avec un territoire, avec des saisons, OK? Parce que c'est maintenant les fraises, puis c'est maintenant. Absolument. Puis après, c'est maintenant les framboises, puis c'est maintenant que tu vas aller ramasser, puis que tu aimes ça ou pas, c'est maintenant, là. Donc, c'est cette espèce de relation-là très, très étroite avec la nature, puis une grande connexion aussi avec ta dépendance à cette nature-là. Ben, tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est complètement fracturé et que même si tu avais encore cette compréhension-là, encore ce savoir-là, tu n'as plus la liberté de le faire. Et c'est à partir de ça que tu te dis, bon, mais c'est correct, là, on va commencer à agir. Oui, on va agir. Parce que, je pense que c'est important de le souligner, c'est que pour ta propre consommation, presque tout est permis.
Oui, encore aujourd'hui. Exactement. Donc, c'est pour ça que moi, je vois là une espèce de zone de liberté à exploiter absolument. Parce que oui, on se bat beaucoup pour que ça soit possible d'en tirer un gagne-pain. Je pense que ça fait partie de la game d'avoir à générer de l'argent sonnant. Quand on parle des assurances, de tout ce qu'il faudra. Puis les assurances, vous pourriez faire un show là-dessus. Là, ça rue d'un brancard pas mal de ce côté-là. Oui, absolument. Mais pour soi-même, je pense qu'il y a quelque chose vraiment avec la vidéoconférence, justement, le télétravail. Pour moi, ça a été la révélation de la pandémie. C'est on est capable de ne pas être au centre-ville. Parce que, tu sais, il y a eu l'exode rural qui a nourri cette espèce de dissociation-là entre les vivants, littéralement, mais aussi le fait que ça soit normal de dépendre des autres complètement, insulaire, mettons comme Montréal. Non, un feedlot. Un feedlot. T'es dans un feedlot, puis là, les colonies comptoirs, nourrissez-nous, puis parlez pas trop fort parce que vous parlez mal. Fait que là, tu te dis, OK. Donc, je pense que la technologie arrive peut-être au secours des gens qui veulent butiner. Puis de toute façon, c'est pas ça qu'ils nous disent maintenant. Il va falloir qu'on butine. Ils disent ça aux jeunes. Vous n'aurez pas votre job toute votre vie. Le taux d'intérêt ne sera pas suffisant à vous donner une pension dorée. Donc, fait que là, moi, je me dis, rembarquons là-dedans des savoir-faire d'antan. Aider de la technologie moderne, comme par exemple les imprimantes 3D. On a quelque chose, on fait ça. Ils sont fantastiques. Ben oui. Ben justement, tant qu'on en a parlé, écoute, petit aparté, là, peux-tu nous présenter? Non, en fait, c'était pas pour faire un show de Tupperware de mes créations 3D, mais c'est juste que moi, ce que je trouve fabuleux avec le faire soi-même alimentaire, c'est qu'il j'ai toujours cru que la technologie pouvait accompagner les gens qui veulent essayer de se débrouiller eux-mêmes. Et puis, les imprimantes 3D que tout le monde connaît maintenant, te permettre... Là, ici, on a fait une mangeoire à poussins sur laquelle tu visses un pot maçon. Les gens ont déjà vu ce design-là. Là, je ne l'ai pas inventé à 100%, mais j'ai mis des pattes parce que je trouvais que sans pattes, ça avait le dent de sacrer le camp à terre. Puis là, j'étais tout le temps rendu avec du plywood, puis de la broche, puis du tape. Là, j'ai dit, je vais y mettre des grosses pattes de poule. Ah ouais, c'est ça. En plus, concept. Et puis, ce n'est pas brandé, parce qu'on est contre le branding. Mais non, si vous voulez brander. Mais bref, ce que je trouve le fun avec ce genre de produit-là, ça c'est l'abreuvoir, c'est que nous, on va donner les plans sur notre site éventuellement, puis je trouve que ça fait partie de ça, outiller les gens à avoir une autonomie élémentaire. C'est pas une question de vendre des affaires tout le temps. Puis aussi, plus on est d'autonome, plus on va avoir de fun, parce que, tu sais, je veux dire, déjà au Québec, un des problèmes, c'est que vu que la petite agriculture a disparu, les petites affaires, il faut les faire venir d'Europe. Tu sais, un petit refroidisseur, une petite pompe, une petite treilleuse, un petit ça vient de l'autre bout du monde parce qu'on a carrément tué cette forme d'agriculture-là par une spécialisation que je dirais outrancière de l'agriculture, au point où les fermes qu'on voit souvent en région, c'est des maillons d'une chaîne. Le poussin arrive d'ailleurs, puis il s'en va se faire abattre ailleurs après. Fait que je veux dire, quand tu compartimentes à outrance, quand tout le monde travaille en silo, à un moment donné, ça fragilise beaucoup, là, parce que s'il y a un maillon qui tombe, qu'est-ce qui arrive à une chaîne? On se le demande. On se le demande, hein, ouais. On peut essayez à la maison. C'est ça. Pendant qu'on est là, on en a vécu un échec là, du circuit, si on veut, animal dans le niveau de l'abattage pendant la COVID. Y a-tu des répercussions que tu as pu remarquer, toi, Fernande? C'est sûr qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite là. Ouais. Nous autres, notre projet est arrivé comme juste avant la COVID. C'est là qu'il a été médiatisé. Puis, on a obtenu nos subventions juste avant la COVID, en février 2020, et on a construit durant la COVID. Et là, les gens savaient qu'on était en train de construire à force des bras, parce qu'évidemment, les moyens ne suffisaient pas, parce que les coûts explosaient partout, parce que les chaînes d'approvisionnement s'interrompaient. Ça fait qu'il y avait des pénuries de matériaux pour fabriquer. Tu sais, à un moment donné, ça a été le parcours du combattant, parce qu'on a fait quelque chose qui ne s'était jamais vu, mais on l'a fait dans un contexte qui ne s'était jamais vu non plus. Ça fait qu'à un moment donné... ça fait beaucoup de jamais vu. Ça fait beaucoup de carrés à faire fitter dans des cercles. Et là, les gens, même s'ils savaient qu'on était en train de construire, quand les abattoirs connaissaient des problèmes, là, tout le monde nous passait des coups de fil pour dire « Mais est-ce que vous ne seriez pas la solution? » Et là, j'ai fait comme « Mais comment les gens peuvent
faire ce lien-là en se disant, ben si les gros abattoirs ferment, vite, prenons la production à grande échelle et redirigeons-la vers les petits abattoirs. Puis je fais comme, c'est deux. Ce qui m'a amené à faire des représentations. On m'avait invité, en fait, à aller à la Chambre des communes, à Ottawa, faire une représentation devant la Commission canadienne d'agriculture sur les chaînes d'approvisionnement, tu sais, sur la capacité d'abattage, entre autres. Et ce que j'expliquais, c'est que ce sont des circuits séparés et qu'on regarde toujours les tout petits en disant, c'est vrai, hein, vous avez de la difficulté à fitter dans un grand abattoir et tout ça. Et nous, ce qu'on dit, c'est pas grave. On va se développer nos solutions pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Tu vois, on y revient à cette forme d'autonomie. Puis vous autres, continuez parce que la grande chaîne, vous autres, vous êtes très bien adaptés les uns avec les autres. Hein, ça fonctionne très bien, là. Sauf quand ça pète. Bon. Ouais, mais là, mais ça, on ne va pas résoudre vos problèmes de conflit de travail. On ne va pas résoudre vos problèmes de COVID. Et c'est tous ces problèmes-là qui ont interrompu les chaînes d'approvisionnement dans le secteur de l'abattage. Mais ça a changé le regard sur le type de solution que nous autres, on propose. Et on commence maintenant à concevoir que ça puisse être des filières en parallèle qui ont besoin chacun de leur programme, de leur support, de leur solution, puis de leur... voilà. Quand même, le problème des... Je suis bien d'accord avec toi. Là. C'est juste qu'à un moment donné, la grande filière va avoir tellement mauvaise réputation que ça va déteindre sur les plus petits. Donc, le problème qu'on a avec l'agriculture industrielle, l'argumentaire qui a explosé, qui est promu par une variété d'acteurs, qui, en passant... une des raisons pour lesquelles l'alimentation à base de plantes est si populaire, c'est pas mal plus facile de gérer des plantes que des animaux. Qu'on se le dise. Je veux dire, c'est pas pour rien que Tyson va s'en aller dans le burger de poulet synthétique haut la main si oui, parce que les agriculteurs sont un problème dans leur modèle de production. Exact. Wow. Hein? Entre autres. et les animaux. Mais c'est ça. Donc, je veux dire, à un moment donné aussi, la raison pour laquelle, des fois, c'est le fun de développer des circuits parallèles alternatifs, c'est justement pour montrer que peut-être que, à passer une certaine taille, c'est impossible de travailler de manière durable. Bon, mais cela dit, je suis parfaitement d'accord avec toi. Les gens ne sont pas du tout prêts à changer au point de pouvoir s'approvisionner strictement auprès des petits producteurs. Ouais. Là, je sens, on parle de circuits alternatifs parallèles. On n'a pas mis 4 sur table encore. Non, c'est ça, exactement, de savoir de front, mais directement. Mais tu sais, Fernande et toi, Dominique, c'est quoi vos projets? Avoir la chance de le poser sur la table pour les auditeurs et auditrices qui, peut-être, ne seraient pas encore au courant de ce que vous faites. Fait qu'on on a comme vite été dans le vif du sujet, ce qui est très bien. C'est passionnant, mais on pourrait revenir juste reposer un peu les bases avant de se relancer plus loin dans la discussion. Donc, t'étais sur une lancée. Je vais te laisser continuer, Dominique. Peux-tu nous présenter un peu ton projet? En fait, le projet d'abattage le programme d'abattage à la ferme. Nos propositions d'abattage. Ouais. Alors, moi, je propose que ce que j'appelle depuis la chèvre et le chou, la paysannerie omnicole ou l'omniculture qu'on a développée en opposition à une agriculture végécole ou végane, c'est-à-dire strictement végétale. Nous, on pense qu'il faut de tout. Moi, j'ai tout le temps défendu la polyvalence, la polyproduction, et puis puis le faire soi-même. Fait que dans cette optique-là, moi, je suis allé vers j'ai insisté auprès du MAPAC pour que l'abattage à la ferme de petites quantités de volailles, c'est-à-dire le fameux hors quota, au Québec, on est à 300 poulets, puisse se faire à la ferme avec des moyens rudimentaires parce qu'avec 300 poulets, tu fais pas des millions. Cela dit, je propose, moi, évidemment, aux paysans omnicoles qui veulent le faire, d'essayer toujours de transformer leurs produits, d'offrir des tables champêtres, faire 2-3 gros barbecues par année. Le poulet entier sous vide étant celui qui paye 3 $ aux éleveurs de volailles du Québec. C'est pas nécessairement là où je nous vois aller.
Donc, Fernand a raison de dire que c'est pas moi qui va fournir les supermarchés de ce monde, ni ceux qui adhèrent à ce projet-là. Mais essentiellement, on a demandé au MAPAC est-ce que ça serait possible de lancer un projet pilote où l'abattage est fait à la ferme, dans un abattoir qu'on dit saisonnier, c'est-à-dire temporaire, qu'on utilise idéalement à l'automne, quand la température est clémente, puis les bébites sont couchées. Et puis, je parle des mouches noires, là. Et puis, donc, tranquillement, le ministre de la Montagne, quand il est arrivé, nous a écouté Fernand, écouté plein de monde. On se l'est d'ailleurs fait reprocher par certaines personnes. C'est vrai, ça s'est pas rendu à mes délicates oreilles. Ouais, là, c'était les collaborer avec la CAQ. On était en pleine orgie là, avec le politique, là, nous. Là. Fait que tout ça pour dire que ce projet pilote-là a finalement vu le jour l'année dernière sous forme d'un arrêté ministériel qui permettait qu'on fasse cette expérience-là, parce qu'il fallait avoir une loi qui permettait de faire des expériences qui étaient avant ça illégales. Donc là, ça, c'est sorti. Et puis, en collaboration avec le MAPAC, on a développé un guide des bonnes pratiques pour que les gens, finalement, pour traduire un peu l'arrêté ministériel qui est dans un langage très, très technico-légal, gris-brun, on ne sait pas trop exactement ce dont ils s'attendent de nous. Donc, on a traduit ça, on l'a illustré copieusement. Donc, c'est une des choses dont je suis le plus fier, c'est que même les gens qui approchent vraiment l'abattage pour la première fois ont les idées des gestes, des savoir-faire qui sont... parce qu'on n'a pas tous la mémoire des gestes, comme dirait Fernand. Il y en a qui n'ont pas de mémoire pantoute. Et puis, donc là, on espère que ce guide-là va donner le goût aux gens d'essayer, d'élever quelques poulets puis de les abattre. Et puis qu'au terme du projet pilote qui devrait se terminer en 2024-2025, le règlement soit modifié pour que ce genre d'opération-là devienne permise à condition de respecter certains critères là, d'hygiène et de salubrité quand même importants, mais sans avoir à participer à un projet pilote. Parce que là, il faut vraiment s'inscrire, être accepté, puis là, c'est évidemment beaucoup plus laborieux. On est dans les premiers balbutiements de cette histoire-là. Mais essentiellement, ce qui nous occupe le plus, c'est ça. Puis cet été, on va continuer à faire ça. Puis le guide est en ligne. Vous allez peut-être mettre le lien. Oui, absolument, c'est sûr qu'on ben oui, dans l'épisode, absolument. Un très beau guide, très complet. Je me demande, est-ce que t'es comme le porteur de projet ou tu travailles avec une équipe? Là, le gouvernement t'appuie, le MAPAC est avec toi, mais sinon, à la base, c'est-tu vraiment toi qui étais seul au front ou... Ben, je veux dire, il y a plein de monde au front qui poussent chacun à leur façon sur l'espèce de même problème. Et puis, j'imagine que tout ça a amené le contexte dans lequel le projet a passé. Ouais. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont facilité ce contexte-là. Après ça, c'est sûr qu'on se sent responsable de mener le projet à bon port. C'est sûr qu'on communique avec le politique puis l'exécutif en dessous de ça. Mais je veux dire, il va falloir si personne embarque, si personne s'essaye, ça donnera rien. Là. Mais c'est sûr qu'on s'assure que tout ce qu'il faut qu'il soit mis en place pour que ça puisse être possible puis pour que l'expérience soit réussie, on le fait. Et puis là, c'est beaucoup de choses. Entre autres, là, on se rend compte que il faut qu'il y ait une évaluation vétérinaire du troupeau, il faut qu'il y ait des vétérinaires au Québec. Donc, écoute, j'ai l'impression que tu parles, mais exactement précisément de mon projet. Okay? Ben oui. Mais c'est toute la même affaire. Mais avec une infrastructure puis un autre niveau d'inspection, mais c'est tout exactement la même chose. Les mêmes défis. Fait que j'ai plus rien à dire. Ben moi, j'avais fini. Fait que là, ça va mal. Non, mais je pense que tu peux y aller. Tu peux élaborer quand même un petit peu. Ben, élaborons quand même un petit peu. Donc, moi, je suis éleveur, en fait, initialement, tu sais, de canards et d'oies. Puis on le voyait qu'il n'y avait plus d'abattoir puis que c'était un problème. Fait qu'on a décidé de prendre le taureau par les cornes, puis faire une solution pour les éleveurs à petite échelle. Dominique, lui, agit vraiment pour l'abattage à la ferme. Puis nous, on est dans l'échelle juste un petit peu plus haut, où est-ce que ces gens-là ont comme trop d'oiseaux pour abattre à la ferme, n'ont pas la volonté ou la
capacité de le faire eux-mêmes, OK, mais qui n'ont pas leur place dans les abattoirs. Ça fait qu'à un moment donné, il y a une clientèle orpheline, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui opposent les deux modèles que nous, on propose, alors qu'en fait, on occupe différentes places sur le continuum des besoins. Là. Mais de la même façon que ce que Dominique propose, c'est de dire on va développer des solutions par nous, pour nous, puis on va se donner une certaine forme d'autonomie. Au lieu de le faire à l'individuel, on le fait sous forme de collectif. Alors nous, on a démarré une coopérative de solidarité qui s'appelle le Petit Abattoir en disant ça suffit que le problème de l'abattage ne relève que des éleveurs. OK? Quiconque mange la viande et utilise la viande est un usager de l'abattoir. Puis en prenant ces gens-là, puis en disant, vous autres aussi, là, vous êtes membre du conseil d'administration, vous êtes membre de l'abattoir, vous pouvez comme acheter des parts sociales et tout ça. Ça fait en sorte, on espère qu'à un moment donné, les gens vont allumer, se l'approprier, puis parce que là, il existe l'abattoir. Okay? On a pris 5 conteneurs maritimes, on a cousu ça ensemble et on a fait une structure d'abattage sous inspection fédérale. Maintenant que cet objet-là existe, puis qu'il va connaître sa première vraie saison d'abattage cette année, là, c'est le temps que les gens se l'approprient, qu'ils deviennent membres, qu'ils s'impliquent, parce qu'il y a différents comités à créer, parce qu'il y a de l'ouvrage de bras à faire, puis c'est la seule façon qu'on va pouvoir disséminer cet exemple-là ailleurs sur le territoire. Parce que oui, il faut que ça se copie. Puis moi, là, dans mes rêves fous, là, ce que je voudrais, là, c'est pouvoir le mettre en open access. OK? Ben oui. Puis pour pouvoir le mettre en open access, là, je le dis, là, s'il y a des gens qui veulent que ça existe en open access, là, tous ceux qui sont derrière le micro, qui sont cachés ici. Là, qui sont cachés là. Pour que ça existe en open access, là, il faut que les gens trouve des porteurs de projets dans chacune des régions, OK, où est-ce que le besoin le nécessite. Puis 2, moi, je peux pas faire du bien commun avec un prêt à la banque. C'est pas cher. C'est la réalité qui est venue me rattraper. Ce qui fait que, tu sais, moi, je me dis, clairedons la dette, là, OK, puis on va en faire un bien commun qui va appartenir à tous. Ça fait que ça, c'est mes rêves fous. Maintenant, c'est nommé, c'est lancé dans l'espace. Puis là, c'est ça là. On attend des résultats. Mais on travaille sur cette option-là pour dire comment on fait pour libérer du modèle économique conventionnel une idée qui va arriver à révolutionner des territoires, un type d'agriculture, puis une autonomie alimentaire un peu partout sur le territoire. La beauté de la patente. Je prends un petit peu... Non, vas-y, c'est une belle lancée. Arrête pas. La beauté de la chose, OK, c'est que comme on est sous inspection fédérale, ce projet-là, ce modèle-là serait reproductible partout au Canada. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette parce que... il y a du meilleur hors quota ailleurs. D'abord, mais complètement. Et il y a aussi, il y a des besoins énormes, vous savez, comme dans les maritimes, puis il y a des déserts alimentaires interminables, où tu pourrais prendre ça, visser cela, parce que c'est quand même peu de choses, comparativement à des infrastructures conventionnelles. Puis voilà, tu fais arriver les choses. On a eu, nous, énormément d'appui aussi au niveau du politique. Oui, le ministre de la Montagne a fait... Bon, là, vous direz ce que vous voulez, mais je fais rarement l'apologie gratuite. Quand ce sera le temps de faire de la critique, je le ferai bien. Mais il y a... c'est ça quand même. Mais il y a la volonté en ce moment politique de voir arriver des affaires tant au provincial qu'au fédéral. Je trouve que c'est une période un peu excitante où est-ce qu'il y a de l'ouverture, puis on veut créer un climat favorable à ce qui existe, une diversité de modèles, le tien, le nôtre, et pas pour autant handicaper les autres modèles qui ont aussi besoin de leur support parce qu'ils ont aussi leur rôle à jouer dans l'alimentation de tout le monde. Donc,
Ce projet-là, maintenant, il commence à marcher sur ses deux jambes parce que moi, doucement, je m'en éloigne parce que j'ai fait. T'as donné beaucoup. Oui, mais il faut aussi que je me tasse parce que tant que je me tasserai pas, il y a personne qui va comme débarquer pour prendre le relais. Ça fait qu'un autre appel à tous, là, il y a des postes à occuper au CA puis dans le comité puis dans toutes ces affaires-là. Moi, je suis membre de ce coop-là, je pense. Hein? Je suis membre? Même non, hein? pas. Je suis juste... Mais tu sais, mais si t'as ton chéquier... Moi, je suis un bailleur de fonds, là. C'est ça. Moi aussi, je suis un bailleur de fonds. J'avais acheté le loi de marque. Ah oui, c'est posant mon nom quelque part sur votre mur. Toi, t'es allé dans... exact. Parce que là, on parle de la campagne de sous-financement. Toi, t'étais dans les grandes contreparties. Oui, exactement. Ce qui fait que on est parti avec rien. On est parti avec le vent de face. On a eu le vent de face pas mal tout le long. Puis si on n'avait pas eu des appuis de gens qui y croyaient, je parle d'entrée de jeu par la communauté, puis le politique, puis pas juste le politique au provincial, puis au fédéral, au local. Tu sais, nous autres, on a eu un village qui nous a accueillis. Tu sais, un village qui t'accueille, c'est un truc aussi. Je pense que tu n'as pas dit que c'était dans quel coin. Oh non, mais là, je suis rendue là. Saint-Joachim de Shefford, là, OK, vous mettez ça. Ça me paraît réconfortant. Ça l'est. Honnêtement, pour moi, ça a toujours été un modèle en développement rural. Puis, à l'université, j'écrivais sur Saint-Joachim de Shefford. Tu sais, je veux dire. Ça fait que c'est vraiment un modèle de développement rural. Et... nous, on est installés là. Et si ces gens-là n'avaient pas mis les efforts nécessaires, on aurait existé nulle part sur le territoire, puis on se serait battu. Parce qu'il n'y a rien de moins sexy. On n'a pas attaqué des causes sexy, nous autres. Là. Tu sais ça? C'est vrai quand même. Un beau exactement. Un beau poulet propre. Là. Oui, exact. Ce qui fait que d'arriver dans des communautés, il y a des façons d'arriver. Tu sais, tu peux pas arriver gros gens comme devant. Tu peux pas brusquer les choses. Il faut que... Mais il faut aussi... Il y a personne qui en veut dans sa cour. Alors, ça suscite la réflexion de notre relation à tout ça, de si on veut manger de la viande, ben OK, on le fait comment, puis on le fait pourquoi, puis voilà. Ça fait que ce projet-là a permis non pas juste de faire un projet pour arriver à abattre un certain nombre de têtes. Il a proposé un modèle de développement rural, puis un bout de réflexion sur ces questions-là. Puis on a le climat, en ce moment, je trouve, idéal pour le faire. Entre autres, à cause de l'urgence qui a été générée par la COVID. Ah oui, c'est ça. Puis l'urgence climatique. On a tout un petit fond d'éco-anxieux qui a envie de trouver des solutions. Ben, écoute, moi, j'ai quand même une question. Là. Je comprends que les deux, vous avez quand même bien fonctionné. Le politique vous avez travaillé main dans la main avec le politique. Mais là, c'est la question l'œuf ou la poule. Là. Finalement, est-ce que c'est les projets, genre de projets-là, des mouvements peuvent être avancés de front par le milieu populaire, puis ensuite de ça, le politique suit? Est-ce que c'est le politique qui permet les fronts populaires de prendre son élan? De la mouvance populaire, dans le fond. C'est ça. Mais moi, je pense que ma stratégie à moi, ça a toujours été de faire exister les choses dans la tête et dans le cœur des gens. Puis là, quand le politique débarque puis qu'il vient serrer des mains, bien, il entend des échos. Puis des fois, il ne sait pas que c'est tes paroles dans la bouche de quelqu'un d'autre, OK? Puis ça, c'est parfait. Parce que ça, c'est de la dissémination. Ça en est de l'open access. T'en veux des idées, moi t'en donner, mon ami. Puis, de créer des porteurs d'idées, pas forcément des porteurs de projets. À un moment donné, à travers eux, ben oui, il y a des gens qui vont devenir des porteurs de projets, mais d'être des porteurs d'idées. Puis le politique, il est là pour répondre à ce que la population veut. Il est représentant de la volonté populaire aussi, tu sais. Ça veut pas dire qu'il est à sa solde et à sa botte, là. C'est pas parce qu'on demande quelque chose qu'on va l'avoir, mais déjà, en le demandant poliment, bon, il y a plus de chances, puis intelligemment surtout. Oui, c'est ça. Ben oui, absolument. De construire intelligemment ces demandes-là, puis de les pousser. Puis toi, qu'est-ce que tu en penses? Excellente réponse. Non, mais moi, j'ai l'impression que on aime faire cette scission-là, mais c'est du monde comme nous, là. Ouais. Ben oui, je veux dire, s'il y a quelque chose qu'on n'aime pas là-dedans, j'espère qu'on ne l'aime pas dans le miroir non plus. Fait que, I don't know, je veux dire, j'ai l'impression que le contexte, le timing, c'est pas mal tout. Et puis qu'eux sont arrivés à ce moment-là, dans cette mouvance-là. Est-ce qu'au début, on s'est rapprochés parce qu'ils nous voyaient d'un œil un peu méfiant, de se dire, eux autres, ils crient fort quand ils sont pas contents. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai l'impression qu'il y a une curiosité tout à fait humaine, contemporaine et actuelle dans leur propre cuisine qui existe. Puis donc, la forme d'agriculture, je veux dire, la seule chose à laquelle il faut faire attention, j'ai l'impression, c'est la différence entre quelqu'un qui
prêche pour une paroisse qui n'a pas envie d'habiter, puis quelqu'un qui prêche pour une paroisse qui habite là. Ouais. Donc, moi, j'ai toujours trouvé ça très sobering, comme ils disent en anglais. Groundant. Enracinant. Ah, ouais, c'est bon, ça. En tout cas, nécessaire de militer pour quelque chose que je veux vraiment et que j'utiliserai vraiment le jour où je l'obtiendrai. Parce qu'il n'y a rien de pire, je pense, que de militer pour un idéal qui, quand il approche, tu te sauves en courant parce que tu dis « j'aurais plus de cause ». Nous, notre cause est très simple, c'est on voudrait pouvoir nourrir les gens autour de nous. Puis j'aimerais que les autres, si moi j'ai ce droit-là, je voudrais que les autres, là, quand on avait rencontré en tout cas, on a rencontré des gens, là. Puis là, je disais, quand vous dites, là, vous allez pouvoir abattre à la ferme, je dis, vous parlez pas de moi, là, hein? On parle de tout le monde. Ben oui, on parle de tout le monde. Donc, c'est ça, là. L'idée, c'est de permettre ça à la grandeur du Québec. Puis moi, c'est ça qui me nourrit, c'est de me dire, ben, je pense vraiment qu'une petite famille, puis occuper le territoire, c'est une autre obsession que j'ai. Là, c'est rendu compliqué par les territoires. C'est à qui? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? On a-tu notre place ici? On a-tu rapport? Pas si ça vous tente de rentrer là-dedans, là. Mais il y a beaucoup d'espace, en tout cas au Québec, qui peut être, je pense, habité par une agriculture polyvalente qui va avoir nécessairement besoin de l'élevage. Là. Je veux dire, on ne fait pas des grandes cultures partout, on le sait. La vallée du Saint-Laurent commence à avoir donné. Puis c'est pour ça, je vois, moi, réellement, une petite famille qui arrive à joindre les deux bouts en offrant un peu de poulet à la façon qui l'intéresse. Je sais pas quoi, un gros barbecue 4 dimanches de septembre. Et puis après ça, qui va faire quelque chose avec son lait de chèvre. L'autre projet pilote sur lequel on travaille, de pouvoir cuire du lait de chèvre sans avoir à bâtir une usine laitière. Parce que ce n'est pas du fromage ou du yogourt qu'on fabrique, c'est des quiches, des cannelés. Encore là, il va falloir se battre parce que la définition de produit laitier est beaucoup trop large à mon goût. On me dit qu'un cannelé, c'est un produit laitier. Pas d'accord. Bon, mais cette petite famille-là qui va pouvoir joindre les deux bouts en faisant une coupe d'affaires, dont des trucs paysans, dont de la vidéoconférence ou je sais pas comment on appelle ça, du télétravail avec une compagnie de leur choix. J'ai l'impression que ça, c'est plus tu as de cordes à ton arc, plus je pense que c'est possible d'envisager une pérennité sécurisante pour une unité familiale rurale. C'est super intéressant. Moi, j'aimerais ça aussi parce que là, on a parlé de vos projets, un peu aussi à quoi ça répondait, puis qu'est-ce que vous aimeriez voir avec tout ça, mais est-ce qu'on pourrait un peu dresser ensemble un portrait en ce moment, comment ça se passe l'abattage, puis essayer de recréer un genre de trajet hypothétique de quelqu'un qui voudrait abattre ses animaux, comment ça se passerait, puis c'est quoi les défis, les enjeux principalement de l'abattage en ce moment? Ben là, ça c'est ça. C'est une bonne question. C'est juste long. C'est très, très long. Il y a en masse à quoi dire. On sait quoi dire, mais c'est long. Écoute, c'est vraiment, j'ai l'impression de rétro-pédaler un peu, là, mais c'est vraiment par segment, tu sais. Tu n'auras pas les mêmes défis si tu veux abattre à la ferme que si tu veux abattre 400 oiseaux de suite dans la même journée. Ou, puis ce 400 oiseaux-là, tu vas avoir un problème pour le faire à la ferme ou tu vas avoir un problème pour le faire dans des abattoirs de plus grande échelle. Tu sais, fait que moi, c'est clair que c'est ce bout de créneau-là que je suis allée chercher pour ces raisons-là. Ouais. Mais dans tous les cas, il y a un lien de confiance déjà entre les autorités et nous, qui, peu importe l'échelle sur laquelle tu décides de travailler, qui est vraiment à réinventer. C'est-à-dire que le plus grand défi qu'on a en ce moment pour se choisir des modèles puis pour développer des modèles qui nous conviennent, c'est d'arriver à leur faire comprendre que leur gestion du risque,
qui correspond, entre autres, tu sais, c'est tout basé sur le fait qu'ils ont des accords internationaux, puis que là, il faut qu'il respectent les engagements qu'ils ont pris à l'international, et là. Puis là, ça percole jusqu'à la base. Mais là, tu fais comme moi, attends un peu, là, quand tu arrives à son échelle à lui, là, tout ça ne fait plus aucun sens. Là, ça, OK? Et ça, c'est, je te dirais, pour faire du transversal et du presque court, c'est d'arriver à rebâtir ce lien de confiance sur la base du risque véritable, OK? Puis, l'autre lien de confiance qui va en bénéficier, ben, c'est avec les consommateurs. Ouais. Ben, techniquement, là, si tu veux faire abattre ton animal, tu peux aller dans un abattoir qui est dit de proximité si tu veux le manger toi-même. Ouais. Si tu veux pouvoir le mettre en marché, il faut aller dans un abattoir sous inspection provinciale pour pouvoir le vendre au Québec. Si tu veux pouvoir le vendre à l'extérieur du Québec, il faut que tu ailles dans un abattoir sous inspection fédérale. L'abattage à la ferme, ça n'existe pas, là, je veux dire, dans la mesure où, jusqu'à maintenant, l'abattage à la ferme, c'était des gens qui se gréaient d'un abattoir de proximité, qui avaient le droit de vendre le poulet parce qu'il était vendu à l'abattoir même où il était abattu parce qu'il était sur leur propre terre. Okay. Ce genre d'abattoir-là coûtait quand même un bon demi-million. Sous inspection provinciale, c'est pas nécessairement très, très différent au niveau des coûts. Peut-être qu'on augmente de quelques centaines de milliers seulement. Et puis là, l'abattoir à la ferme dont nous, on parle, c'est une version plus raisonnable de l'abattoir de proximité qui te permet, sur ta propre terre, d'abattre tes propres poulets seulement puis d'en faire une mise en marché à la ferme ou dans un marché public, si c'est toi-même qui fais cette vente-là. Donc, cet abattoir-là, je rêve, moi, à un 5 000 $, plus ou moins 5 000 $. Seulement 5 000? Donc, 0 à 10. Ben ouais. Parce qu'on a le droit de travailler sur un plancher de gravier, parce que des murs en polyéthylène suffisent pour fermer une aire, parce qu'il y a des examens en laboratoire qui ont été faits de nos carcasses qui démontrent que ça a de l'allure tant que tu ne fais pas de conneries. Le poulet est pas impropre à la consommation quand il arrive là, en plume. Puis je veux dire, il y a évidemment le fait que ça se fait à tout petit volume par la personne fait en sorte que toi-même, en tant qu'éleveur, abatteur, metteur en marché, tu peux voir s'il y a des problèmes avec ton animal à plusieurs étapes de la création du pâté au poulet final. Donc, mais il y a une demande d'inspection quand même là, par un vétérinaire à un moment dans la vie de ton troupeau. Donc, essentiellement, puis le problème qu'il y a aussi, c'est qu'au Québec, ces abattoirs-là sous inspection provinciale, au niveau de la volaille, tu comptes sur le doigt d'une main, je pense. Peut-être 2, mais il faudrait qu'il te manque quelques doigts. Puis dans une répartition territoriale, tu sais, qui fait pas sens. Ouais. Puis qui fait pas sens non plus avec la mouvance dans laquelle on est en ce moment d'accès à la terre. Bon, ça marotte. Mais il reste que, tu sais, quand tu regardes là où les marchés d'acheteurs se trouvent, OK, le prix des terres est rendu hors de prix, ce qui fait que la petite agriculture est repoussée loin des marchés, puis loin des infrastructures aussi, là. C'est que là, tu regardes vers où ça se dirige, tu dis, mais ça prend absolument des solutions multiples. Tu sais, que ce soit de l'abattage à la ferme ou des conteneurs, on dépose des conteneurs, puis une dizaine de jours après, vous êtes up and running, les enfants, là. Il faut qu'il y ait une multitude de solutions qui soient adaptables et modulables aussi au changement de contexte. Et une multitude d'interlocuteurs aussi. Ben oui, clairement. Le problème de l'interlocuteur, nous, on avait demandé 3 choses dans notre lettre ouverte au MAPAC dans la presse il y a, je sais pas, 5-6 ans. On a dit, on veut un interlocuteur privilégié qui connaît la réalité des bizarroïdes comme nous qui voulons faire, savez-vous quoi, qui est extrêmement bizarre de nos jours? Toutes les étapes du processus. De la naissance à l'élevage, à l'abattage, à la transformation, à la mise en marché. Pour nous, c'est ça comme entrepreneur qui nous intéressait, c'est de pouvoir offrir aux clients un produit dont on est responsable de toutes les étapes de la création du début à la fin. Et puis là, on a dit, première demande, on peut avoir un interlocuteur privilégié. Deuxième, on peut avoir un projet pilote pour l'abattage à la ferme. Troisième, on peut avoir un projet pilote pour l'utilisation de lait cru cuit à la ferme. Puis donc, les 2 projets pilotes ont vu le jour. Puis, au niveau de l'interlocuteur, ben, on y travaille encore, là, dans la mesure où, je veux dire, j'ai l'impression aussi qu'il y a une question de moyens. L'agriculture, on le dit tout le temps, quand c'est les campagnes électorales, que les gens en parlent peu.
Mais ça se traduit aussi par des budgets moindres. Puis je me demandais à un moment donné, c'est un Kickstarter pour le ministère de l'Agriculture. Ah, t'es mignon. Ça serait une bonne idée. On va leur lancer Pour avoir plus d'inspecteurs, de notre interlocuteur privilégié. Non, mais tu devrais aller domper tes bouteilles vides puis tes canettes en avant, tu sais, du conseil du trésor. Pour dire, c'est notre contribution, là. Non, nous autres, on boit juste de l'eau puis de l'eau d'érable. Ah oui, c'est ça. Bonne idée. Ouais, j'aimerais bien voir ça. Si tu le fais, prends une photo pour nous, s'il te plaît. On va regarder ça dans les archives. Non, mais c'est important d'avoir un interlocuteur qui comprend, parce qu'on a l'impression des fois de reprendre du début à chaque fois. Ben oui. Puis quand on parlait du politique tantôt, c'est peut-être ça, là où le bas blesse. C'est pas tant dans le fait qu'il y ait des mauvaises intentions ou dans tout ça, c'est qu'ils sont sursollicités, ce monde-là. Ils n'ont pas bien le choix d'écouter tout le monde, de dire un peu oui à tout le monde. Donc là, à un moment donné, il faut que tu synthétises, puis il faut que tu leur arrives avec quelque chose qui est évidemment urgent à accomplir. Puis pour que quelque chose soit considéré urgent à accomplir, ben c'est le contexte qui va faire ça, qui va te le donner. Fait que quand même bien que tu es motivé puis que tu as toute l'information, si tu n'arrives pas à la bonne place au bon moment, avec quelque chose qui paraît urgent, ben ça avancera pas très, très rapidement. Ouais. Puis le contexte, on peut... Moi, en tout cas, appelez-moi naïve, là, mais... me dérange pas. Mais moi, je persiste à croire que le contexte, on peut contribuer à le changer, à la fois par l'exemple, puis par la réflexion, la diffusion des idées, puis les échanges avec les gens, tu sais, se nourrir aussi des idées des autres, là, je veux dire, qui améliorent nos idées à nous aussi, là, du même coup. Ben oui, s'ils nous ont écouté, ce monde-là, s'il est intéressé de savoir ce qu'on avait à dire, c'est parce qu'il s'était passé bien des affaires les 10 années avant, avec le film de Marc à un moment donné, avec nos propres démarches, chacun de notre bord. Toi, tu veux dire, t'en faisais de la vraie mise en marché de ton produit. Là. Ton logo était là, ton nom était là, puis tu le fais pour de vrai. C'est un porteur de projet qui l'a jamais fait. C'est tout le temps, je trouve, tout un défi pour la personne, pour convaincre les gens que ce qu'il dit est vécu puis senti. Puis je me demandais aussi, tu sais, on parlait de ça, de un contexte, mais j'ai l'impression qu'aussi, pour revenir un peu à ce qu'on disait tantôt, qu'au final, au niveau politique, c'est des gens comme vous, comme nous, qui, au final, font aussi partie de l'ère, c'est des contemporains, de l'ère ambiant. Donc, tu sais, par la diffusion d'informations, par éclairer certains enjeux, ben eux aussi vont être plus au fait, des fois, d'une réalité. Donc, même certains interlocuteurs auront peut-être moins à partir de loin quand vous allez aller leur parler. Puis je me demandais, face à ça, c'est un long préambule pour arriver où je veux en arriver, mais face à ça, dans le fond, le rôle un peu, quel rôle vous entretenez aussi avec les médias en tant que tels, puis les nouvelles technologies quant à la diffusion de l'information. J'aimerais savoir, comme vous, votre take sur ça en bon français, puis savoir comme qu'est-ce que vous en pensez, c'est quoi votre relation à ça? Pourquoi tu me regardes? Sans blague, parce que toi, tu as développé... moi, y aller. Parce que toi, tu as développé une communauté, par exemple, sur Facebook. Tu sais. Moi, pas. Non. OK? Puis toi, il y a eu des moments où tu étais plus actif que d'autres, là. Tu sais, le push pour que le oui, c'est sûr, exactement, oui. Mais, tu sais, c'est... Je te vois dans les médias, là. T'es dans Caribou, t'es sur des femmes de l'année, des choses... Oui, il se passe des choses. Mais, tu sais, c'est les choses qui se passent. Ça fait pas partie d'une stratégie de, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu t'agites, puis là, les gens, ils te mettent un micro en dessous du nez, puis là, bon, t'as donné... un assemblage de réponses utilisables et plutôt convaincantes. Ça fait que là, il y en arrive un autre, puis il y a des gens qui le savent pas, mais se mettent à ton service aussi en se portant à ton attaque. J'ai toujours l'impression qu'on est plus au leurre, mais... Oui, c'est ça. Non, ben tu sais, quand on s'est agité pour lancer le projet du petit abattoir, puis qu'on s'est mis à subir des menaces, puis que les restos se faisaient attaquer. Oui, on parle du vieux temps, mais... Vous avez du sang sur les mains. Puis vas-y, à Alouette, tu sais, l'air de rien,
moi, à un moment donné, ça aurait été... Moi, j'ai tout coupé avec les médias parce que ça aurait été ma job à temps plein de ne faire que jeter de l'huile sur le feu. Attends. Moi, ma réponse, ça va être de bâtir un abattoir. Ça fait que j'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui, je réponds. Mais exact. Ce qui fait que cette relation-là avec les médias, tu sais, elle est... il faut faire attention. À chaque fois, je me pose la question, en fait, pourquoi je prends la parole? Et ça répond à un besoin du projet, d'une idée ou de l'ego. Et c'est là où je coupe. Mon cut-off à moi, c'est l'ego. Tu sais, on niaisait en début en parlant du miroir, là, mais... non. Mais souvent, on est fâché quand on parle. Quand on prend la peine de leur parler, c'est qu'il y a quelque chose qui va mal. Ouais. Oui. C'est rare qu'ils t'appellent parce que ça va bien, à part la semaine verte. C'est ça. Je dis pas ça pour être pas fait. Ils sont super sympathiques. Mais eux, c'est souvent positif. Quoique l'autre fois, c'était avec notre saga à la régie avec les POAC, les producteurs d'œufs d'incubation du Québec. Ah oui. Mais toi, tu parlais de médias dans le sens les journalistes, là. Ben, dans un sens large. Je pensais que tu parlais de Facebook. Oui, un peu, ça a été voulu large pour que ça soit justement qu'on parle de Facebook, des médias sociaux en tant que tels, mais même aussi, je veux pas, des médias d'information plus traditionnels. Ouais, je pense qu'à un moment donné, ça fait partie du même écosystème de diffusion d'informations puis de mise en relation avec les gens, tu sais. Mais moi, j'ai une affection particulière pour les médias régionaux. Oui. Parce que souvent, ils sont très au fait de la problématique de leurs concitoyens parce qu'ils en font beaucoup plus partie là-bas que, mettons, ici. Où tu peux vraiment être dans quasiment une gated community, une communauté gaieté, de gaieté. Merci pour la traduction. Ça va bien, t'es content. Moi, ça va bien, tu sais. Alors que, justement, on en parlait à quelqu'un aujourd'hui, puis lui-même a ce besoin-là de pouvoir peut-être abattre, tu sais, lui-même. Quand le gars qui est au micro, abattu, t'es pas à la même place. Non, donc, c'est pour ça que nous, on aime ça aller vers les régions qui, d'habitude, sont boudées par, je sais pas moi, les rockstars de ce monde. Quoique, ils aiment beaucoup ça, faire des tournées en région aussi. Fait que je crois que je dis ça, mais... tu sais, je veux dire, souvent, moi, quand je parle, c'est parce que j'ai une nouvelle à donner à ces gens-là et puis j'utilise ces antennes-là pour communiquer avec les gens parce que ce ne sont pas évidents à rejoindre nécessairement. Mais chose certaine, on a toujours l'impression qu'on s'adresse à toute la population du Québec puis on réalise assez violemment souvent qu'on parle à genre 1% de monde que ça intéresse vraiment d'aller se mettre les deux mains dans la marde. Cela dit, littéralement, je pense que le contexte, on parle du fameux contexte climatique, etc., etc. J'ai l'impression que les gens commencent à distinguer les contours du gouffre, là. Puis que ça en amène beaucoup à avoir le réflexe, peut-être, de se dire, il n'y a pas juste le faux qui a de l'intérêt. Ce qu'une amie appelait la revanche du vrai, un dossier qui allait peut-être sortir, qui n'est pas sorti, mais j'aimais beaucoup le titre. Hein? Ouais. Il t'avait approché pour ça. La revanche du vrai, je trouvais l'idée intéressante. On est vraiment, puis une nutritionniste qui me parlait qu'on est rendu dans un monde où on parle d'aliments fonctionnels. On mange tel aliment parce qu'il nous fournit telle affaire. Donc, tout ça, que moi j'appelle le paradis artificiel, dont il faudrait peut-être redescendre. C'est pas nécessairement une question de se flageller parce qu'on n'est pas bon, on n'est pas fin, on est trop superficiel. C'est juste que je pense qu'il y a non seulement un désir chez les gens de retrouver une forme de sens en se rapprochant des vivants qui sont très, très absents d'un milieu bétonné puis asphalté puis nourri par d'autres. C'est cette connexion-là avec le vivant qui manque à beaucoup de gens sans qu'ils sachent nécessairement. Des fois, ils le savent, ils s'en vont en fin de semaine. Bon. Ouais, c'est ça. Réoccuper les régions, aider par la fibre optique pour ne pas perdre toute sa sécurité puis ses nouvelles. Je pense que ça fait peut-être partie d'une nouvelle façon de vivre, mais pour ça, il faut que les gens puissent commencer par élever puis aller faire abattre leurs animaux pendant plusieurs années, se concentrer sur l'élevage puis tout ça. Donc,
intérêt pour des abattoirs petits, locaux, mais qui offrent ce service-là. Puis éventuellement, quand ça fait longtemps que tu fais ça, tu dis, ben, peut-être que je vais me mettre à moi-même le faire, puis ça va rajouter une plus-value à mon offre, etc., etc. Mais chose certaine, l'offre s'est réduite, a rétréci depuis les années 60-70 dans les régions, autant pour l'agriculteur que pour le consommateur qui ne peut plus aller cogner à la grande majorité de ce qu'on appelle des fermes aujourd'hui pour dire « Avez-vous quelque chose à manger? » là. Ben non, c'est carrément fou de voir justement que quelqu'un peut être entouré de champs et de fermes, mais qui est dans un désert alimentaire. Ben, les agriculteurs ont une alimentation, honnêtement, tout à fait discutable. Oui, parce que, c'est vrai, il n'y a rien à proximité. Je veux dire, tu sais... puis ils font rien qu'une affaire, des fois. Ouais, c'est ça. T'arrives le soir, t'as le temps pour un craft dinner, puis tu t'en vas te coucher, ça recommence. Mais ça a été quand même documenté, tu sais, les déserts alimentaires en zone de production d'aliments, et l'alimentation des agriculteurs eux-mêmes, entre autres, parce que, pas parce qu'ils sont ignorants ou quoi que ce soit, là, mais tu sais que le rythme de vie ces gens-là implique la sandwich aux tomates vite fait sur le coin du comptoir avant de ressauter dans ton tracteur. Là, Puis, on peut parler, tu sais, de qualité de vie, on peut parler, tu sais, de saine alimentation et tout ça, mais tu sais, quand tu dis, il serait temps peut-être qu'on regarde les conditions de vie des agriculteurs puis leur niveau de vie et parler de leur saine alimentation à eux aussi, mais de leur saine vie. Là, parce que pour vrai, à un moment donné, il y a du monde qui vont tomber au combat. Là. Ça arrive déjà, en fait, tu sais, dans la détresse actuelle. Stéphane travaille beaucoup là-dessus. Oui. Que moi, je trouve bien sympathique. Bien sympathique. Faudrait qu'on aime. Stéphane Gendron. Ah, Stéphane Gendron, OK. Il y a tout de même sa couleur. Born again sympathique, de son propre aveu. Oui, il est rendu une bonne personne. Mais on a bien du fun quand on placote, parce que lui, il est dans ce milieu-là au bout aussi. Oui. Puis c'est ça, il a fait le film sur la détresse au bout du rang. Puis absolument, je pense que moi, les problèmes de santé mentale qu'on va retrouver en agriculture sont tout à fait liés au fait qu'on squeeze le citron bien trop fort. Absolument. On demande à des gens de faire la même chose. Je pense que c'est ça. Si tu travailles dans un abattoir 24 heures sur 24, 365 jours par année, ça fait pas de sens parce que, normalement, il faut que tu élèves. Normalement, il faut que tu nourrisses. Normalement, tu sais. Fait que si tu fais toutes ces étapes-là, le moment de l'abattage prend un sens complètement différent. Puis moi, je le vois vraiment comme un achèvement d'une tâche amorcée longtemps avant. C'est jouissif, là, en fait, tu vois, c'est drôle. À cueillir le fruit. Oui. Puis nous, on a... là, je sais pas si la coop va arriver à l'opérationnaliser, mais ça fait partie de notre idéal. Si tu es membre de la coopérative, on te donne une petite formation quand même, soutenue. Et tu peux abattre tes animaux toi-même. Tu sautes sa chaîne, puis tu peux. Ce qui fait que tu te réappropries tes gestes d'éleveur. Ça fait que c'est la même philosophie, mais dans une infrastructure, tu sais. Et tu peux participer et redonner sens. Puis si pour toi, la place la plus importante, c'est à l'abattage, c'est là que t'es. Mais si c'est à l'emballage, tu seras à l'emballage. Mais jusqu'à présent, tous les agriculteurs qui sont intéressés, les éleveurs qui sont intéressés à être au poste d'abattage, là, c'est toutes des femmes. Ah ouais! Puis c'est toutes des femmes qui, on s'en parle, là, on a comme les yeux comme ça, tu sais, parce que on se dit, enfin, je vais pouvoir amener mes animaux puis les accompagner jusqu'au bout. Parce que pour nous, tu sais, c'est drôle parce que cette relation-là à la mort, moi, c'est fatigant, j'ai l'air de Josélito Michaud, là, je parle tout le temps de la mort, mais... oui, c'est ça. Mais il fait un meilleur travail que moi, d'ailleurs, là-dessus. Mais... il reste que cet accompagnement-là, il y en a plein qui vont nous dire que c'est une trahison, mais ce que nous, on ressent comme une trahison, c'est de les abandonner avant la fin. Ah oui, hein? Voilà. Puis dans des endroits qui sont des fois pas très sympathiques, hein, disons. Justement, j'ai envie qu'on en parle. Tu m'as déjà raconté l'anecdote quand on était en Onde, que tu t'es déjà rendu avec tes oies, je pense, puis que tu as décidé de les rembarquer. La virée de bord. Oh boy! La virée de bord, toi. Oui. Et parce que j'ai dit, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. C'est hors de question qu'ils meurent de cette façon-là. Incroyable, hein? Oui. Fait que je les ai creaté, puis je suis repartie avec. Wow. T'imagines, hein? Quand même. Ça fait que... Puis j'ai pleuré ma vie, forcément. Puis tu sais, les gens,
ils peuvent pas en tout cas, ceux pour qui tout ça est inacceptable, peuvent pas imaginer cette émotion-là, puis ce déchirement-là. Complètement, tu sais, parce que c'est pas vrai que tu fais ça pour ça, là, tu sais. Donc... ces gens-là, de toute façon, c'est très rare qu'ils participent eux-mêmes à leur propre alimentation. Oui, c'est ce que je leur reproche d'abord. Montrez-moi une agriculture véganique qui nourrit vraiment des communautés. D'abord, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a pas en ce moment. Ou sinon, c'est des espèces de communes financées par des gens qui ont de l'argent. Mais je veux dire, se nourrir, il n'y a rien comme le faire pour le comprendre. Oui, puis donner sens, puis accorder de la valeur, mais à la limite du sacré, là, tu sais. Puis je pense qu'on n'est pas... Oui, mais je pense qu'on n'est pas assez affamé. Vous savez, on n'est pas assez affamé pour ne pas trouver ça mystique. Il y a une chose que j'apprécie sincèrement de la COVID, pour vrai, là, c'est que, non, les gens ont eu peur d'avoir faim. C'est vrai. OK? Ouais. Ça fait combien de temps, ça, que c'était pas arrivé au Québec, que les gens ont eu peur d'avoir faim, tu sais? Et ça a changé les choses beaucoup, beaucoup. Là. Il n'y avait plus un poussin disponible nulle part. Tu sais, vraiment, les gens se sont rués vers... mais sans savoir faire forcément, mais avec une urgence de faire. Et ça, j'espère que ça laissera des traces, puis que ça leur donnera, maintenant qu'on est un peu sorti de la crise, une trace suffisamment prégnante pour qu'ils commencent à réfléchir à une façon de le faire, mais pas dans l'urgence. Ouais. Je trouve que c'est super beau. Puis en plus, je trouve que ça arrive sur un beau mot de la fin parce qu'on approche quand même malheureusement de la fin. Mais j'aimerais ça aussi savoir peut-être un peu de ton côté aussi, Dominique. Est-ce que tu as un espoir, tu sais, par rapport, je sais pas, une aspiration plutôt, quelque chose que tu aimerais voir arriver dans les années qui suivent ou, tu sais, très prochainement? On te laisse ça assez ouvert. Je pense que je l'ai un peu défini, c'est que moi, je pense qu'il faut qu'on soit de plus en plus nombreux. En général, c'est des chiffres que le monde envoie quand ils veulent être crédibles. Moi, j'avais déjà pensé à une espèce de 5 à 10 % de monde qui... Tu sais, là, il faut comprendre qu'on est quoi, là, un demi% d'agriculteurs, quelque chose du genre. Fait que on parle d'une personne sur 200 qui fait à manger pour toutes les autres. Là, je donne tout le temps l'exemple de l'appartement. Ou qu'est-ce que ça serait si... Quand il y a un coloc qui fait le ménage pour 4 autres, c'est le bordel total. Alors, moi, je me dis, là, tu sais, quand on parlait de détresse psychologique puis de santé mentale tantôt, une personne qui s'occupe d'en nourrir 200 autres, il y a beaucoup de poids sur ses épaules. Alors, j'ai l'impression que quand j'avance mon 5 ou 10, c'est que je vois ça, moi, une pour 10, une pour 20. T'sais, nous, à la maison, on est 4-5. Je me vois facilement nourrir 5-6 autres maisons. C'est rien, là. C'est un pet, là. Cela dit, ça serait moi à temps plein. C'est 2 fois moins compliqué si tu le partages avec une autre personne, 4 fois moins compliqué si t'es 4. Fait que j'ai l'impression qu'il faut vraiment comprendre que les termes comme autonomie alimentaire, ça fait peur des fois parce qu'on pense autarcie, on pense autonomie complète. Faut accepter de tendre vers quelque chose. Faut accepter que c'est ni noir, ni blanc, ni gauche, ni droite. C'est un sain mélange de tout ce qui a de l'allure. Mais je pense qu'il y a un intérêt réel pour la santé mentale de la population au grand complet que de troquer l'anxiolytique pour un geste sensé. Là. Parce qu'à un moment donné, oui, c'est fatigant, c'est épuisant, mais tu sais, être épuisé physiquement... Ça a son sens, il parlait de ce besoin-là aussi, tu sais. Ouais. Exact. Puis que il parlait de la détresse psychologique qui est arrivée selon certains penseurs au moment où le rythme s'est accéléré, puis que la machine est arrivée dans les champs, puis que la moissonneuse partait, puis il fallait que ça gaule, puis que là, c'est devenu le gros volume, c'est devenu, comme on disait, le poulet à 3 piastres, la douzaine d'œufs à 1,60 à une, et j'oublie, puis le litre de lait à 1,79. Je veux dire, avec des prix comme ça, je veux dire, il faut que tu fasses du volume. Donc, je pense que de se replier un peu sur soi, de comprendre l'intérêt du travail en vase clos dans le contexte de ces grippes-là et de tout ça, la raison pour laquelle ça se promène beaucoup, c'est que c'est les mêmes personnes aussi qui vont aider tout ce monde-là puis qui se promènent d'une place à l'autre. Fait, il y a un intérêt, je pense, à reproduire à plusieurs endroits un mécanisme fermé et complet. Je donne tout le temps l'exemple d'une coop d'apiculture. Si tu veux avoir un extracteur de miel à une place où tout le monde a son petit extracteur, ben moi, j'y vais pour tout le monde a le petit. Cela dit, tu peux peut-être aller voir le gros en premier pour te faire la main. Bon. Fait que là, c'est drôle parce que moi, je vois l'inverse. Mais c'est pas grave. Continue. OK. Ben, en fait, pour moi, la résilience...
la capacité de rebondir après un choc vient avec le fait qu'il y ait des copies un peu partout. Là, hein? C'est ça, là, quand on faisait du vidéo, on travaillait sur des raids, puis tu avais 5 disques durs qui copiaient en permanence la même affaire, c'est 5. Il y en a un qui lâche, tu le sors, il y a hot swap, tu en remets un autre, boum. Fait que là, tu sais, c'est la redondance. Fait que c'est ça que je cherchais comme terme. Donc, pour moi, la redondance est synonyme de résilience. Pour qu'il y ait de la redondance, il faut qu'il y ait reproductibilité possible par des moyens simples. Ça, c'est Schumacher avec ses petites affaires. Donc, moi, c'est ça. Là, mais mon idéal, c'est un mélange entre Schumacher puis ce que le décroissantisme dit quand il n'est pas trop extrême, puis la paysannerie qui est aussi... On oublie souvent de le dire, on ne l'a pas dit une fois, je pense, aujourd'hui, que c'est le plaisir de manger tout ça, absolument. Le goût, puis le fait que s'alimenter, c'est quelque chose qui qu'est-ce qu'on va manger pour souper, ça passe dans la tête de tout le monde, puis c'est très rassembleur, inviter quelqu'un à manger quelque chose ou manger avec des gens, c'est-tu l'affaire la plus euphorique qu'on vit sur la base la plus régulière dans nos vies? Peut-être. 100%. Encore plus quand c'est des produits que tu sais qu'il y a un tel qui a mis la main à la pâte, puis lui qui est allé... Quand c'est toi-même qui l'as fait aussi. C'est ça que je veux dire. Ou tu l'as fait pendant un an, puis tu te dis, maudit. Moi, t'as payé 300$ ton noix parce que c'est de la job. C'est ça. Mais écoutez, merci. Mais attends, on n'a pas eu les aspirations. On va y aller, là. On avait été... OK, parfait. Écoute, moi, je me sens pas l'obligation d'en remettre, là, mais honnêtement, je vous fais ça short story, là. Pour moi, là, la prochaine grosse affaire, ça va être l'accès à la terre. Voilà. Puis tant que la terre va être financiarisée puis va servir de sécurité de retraite pour les agriculteurs, on ne va pas s'en sortir. Et je crois qu'il faut mettre un cap sur tout ce délire-là et s'organiser pour casser la spéculation. Parce que si tu étouffes la spéculation, il n'y a plus personne qui veut faire de l'appropriation. Tu comprends? Tu ne peux pas t'accaparer. Il n'y a personne qui veut s'accaparer quelque chose s'il ne peut pas spéculer dessus. Voilà, je travaille là-dessus. Yes, ah oui, OK. Donc, investissons aussi le hors zone vert, parce que la spéculation, c'est beaucoup la zone verte. Si on est capable d'aller s'établir au nord de Montréal, on va aller mais tu sais pourquoi? C'est la à cause zone de l'infrastructure autour aussi. Non, mais c'est parce que c'est le financement. C'est du développement en attente. C'est ça. C'est ça l'affaire. T'attends que les quartiers résidentiels prennent... Tu fais bien plus d'argent à faire pousser des bungalows qu'à faire pousser n'importe quelle grande culture. Absolument. C'est un très beau mot de la fin. En as-tu un dernier? Non. On voyait vrai. Non. Parce que on nous a dit que c'était fini, là. Alors, je voulais pas repartir à rien. mais j'aurais été curieux de creuser ça un peu, l'affaire de la... C'est que c'est des zones qui sont aussi faites pour l'agriculture, c'est là où où la température est plus clémente, etc., etc. Mais il y a des moyens en installant des serres, en faisant ce qu'on appelle l'agriculture hors sol, qui est l'élevage, d'investir des zones qui sont non traditionnellement agricoles. Oui, des interstices. Parce que les gens appellent des îlots déstructurés. Dans ma tête, moi, ça n'existe pas. C'est du potentiel agricole gaspillé. Fait que, installe quelque chose qui est compatible avec ce qui s'est établi autour. Tu sais, tu vas pas aller mettre des vaches à côté des maisons, là, on se calme, là. Okay. Mais l'agriculture... Peut-être des chèvres. Mais voilà, c'est là que je crois qu'on devrait, investir les interstices, clairement. Absolument. Mais écoutez, pour vrai, je sais qu'on ferait une autre heure écouter super facilement. Peut-être un épisode 2, si jamais vous avez le temps et l'envie et que vous êtes encore disponible, on pourrait regarder ça ensemble. Mais un gros merci, Fernande. Merci, Dominique, d'avoir participé avec nous, nous avoir généreusement expliqué tout ça avec une verve et une énergie. Une passion hors du commun. C'était vraiment apprécié. Merci de nous avoir invités. Ben oui, puis c'était bien agréable. On n'a jamais le temps de se voir. Voilà. On a réuni 2 amis, dans le fond. Là, on savait pas trop. On s'est promis de se voir souvent. Oui, c'est ça. Ça nous apprendra. Mais loin, là, dans le coin de Ben oui, toi, t'es proche. Moi, je suis loin. Ouais, c'est ça. Ah ouais, moi, je suis proche. C'est intéressant, non? Sainte-Lucie proche. C'est ça. Nice. Je vous remercie donc encore une fois. Très belle fin de journée. Merci aux auditeurs et auditrices. Oui. À la prochaine.
Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode des Irradicules. On espère que vous avez aimé. Pour voir tous nos épisodes précédents et pour rester à l'affût des prochains, rendez-vous sur élevageetculture.ca ou abonnez-vous aux pages Facebook et Instagram d'Élevage et Culture. Vous pouvez également nous soutenir et suivre notre projet de démarrage d'entreprise en vous abonnant à notre Patreon. Et alors, on veut donc remercier les studios, la Shop Studio, où on enregistre depuis nos débuts. Enfin, merci à notre super belle équipe, Laura Chipello, notre réalisatrice et coordonnatrice de projet, Marie-Ève Lemaire Saint-Gelais, notre coordonnatrice aux commandites, et finalement Safia Barou, notre productrice. Merci. À la prochaine.